Ça apporte aussi des éclairages particuliers sur notre manière moderne d'appréhender la mort, d'appréhender le monde et la vie en fait tout simplement. Mortel. Vous écoutez Visite Mortelle. Vous commencez peut-être à nous connaître. Même si on adore se balader dans les cimetières, on aime élargir nos horizons et partir à la découverte des expositions qui abordent les questions funéraires. Alors direction Lens pour découvrir le musée du Louvre, qui a ouvert ses portes en 2012 dans la cité minière et qui nous a invités en 2024 pour son exposition Monde souterrain, 20 milieux sous la terre. Pourquoi la mort nous fascine autant qu'elle nous effraie ? Pourquoi ce que l'on ne connaît pas nous fait peur mais nous intrigue et nous attire en même temps ? Depuis des millénaires, des dizaines et des dizaines de personnes ont tenté de percer le secret de ces questionnements obscurs. Le musée du Louvre-Lens a souhaité y mettre un peu de lumière en présentant cette exposition et en partant à la découverte des croyances et des richesses de ce qu'il y a sous terre. Nous avons eu la chance de rencontrer et de questionner Alexandre Estaquet-Legrand, conservateur du patrimoine, directeur du Mudo-Musée de l'Oise à Beauvais et co-commissaire de l'exposition. Bonjour, je suis Alexandre Estaquet-Legrand. Je suis conservateur du patrimoine depuis 2020. J'ai obtenu mon concours en 2019, qui s'est soldé par la suite par la traditionnelle formation de 18 mois à l'Institut national du patrimoine. Et avant de sortir diplômé en tant que conservateur de l'INP et de prendre la tête du MUDO à Beauvais, j'ai travaillé au musée du Louvre-Lens pendant un peu plus de 7 ans, puisque je suis arrivé ici à Lens quelques semaines avant l'inauguration du musée en 2012, en tant que médiateur culturel d'abord et ensuite chargé de recherche et de documentation au sein du service des expositions, puis le concours, puis la direction aujourd'hui d'un musée dans la région Hauts-de-France. C'est une exposition qui a été voulue et pensée par Marie Lavandier, ancienne directrice du musée du Louvre-Lens, peu après son arrivée ici, dans un cycle d'exposition qui était censé parler, de faire sens, faire des pas de côté, des clins d'œil à l'histoire du territoire et à de sa région. Un cycle d'exposition qui a vu des propositions comme Pologne par exemple, pour rappeler l'histoire justement de cette immigration polonaise au début du XXe siècle ici. Soleil Noir qui faisait aussi référence à la tradition minière du territoire sur lequel est venu s'implanter le musée du Louvre-Lens, et également Les Mondes souterrains qui à l'origine constitue un ouvrage qui a été écrit par Jean-Jacques Thérin, l'un de mes 2 autres co-commissaires d'exposition. Marie Lavandier nous a sollicité moi-même et Gauthier Verbeck qui était à l'époque directeur de la médiation ici au Louvre-Lens, pour justement venir compléter cette espèce de triumvirat infernal et concevoir l'intégralité du parcours d'exposition. Et de fait, on a préparé cette exposition pendant un petit peu plus de 3 ans avant son inauguration au printemps dernier en 2024. Elle a été pensée longuement. Pourquoi longuement ? Parce que il est vrai que c'est un sujet qui a de très nombreuses ramifications. On voulait évoquer beaucoup de choses. On a essayé, pour commencer, de synthétiser, déjà de faire une espèce de cartographie, de rassembler toutes les thématiques qui nous semblaient intéressantes d'évoquer lorsque l'on parle des mondes souterrains. Et on a circonscrit un peu les choses. On s'est limité aux dimensions proprement telluriques qui sont rattachées aux mondes souterrains. Pourquoi ? Parce que quand on pense aux mondes souterrains, peuvent venir à l'esprit des thématiques comme par exemple l'Atlantide, les abysses, qui certes font partie de cette grande famille des mondes souterrains, mais qui sont liés plutôt à l'univers aqueux. On a éliminé au fur et à mesure ce type de sujet, et on avait également la volonté de proposer aux visiteurs un parcours assez narratif et aussi très initiatique. On a voulu évoquer les aspects du monde souterrain qui peuplent les imaginaires de l'humanité, quelles que soient les civilisations et les époques, les imaginaires qui font du monde souterrain des environnements inquiétants, sombres, obscurs, monstrueux, infernaux, et en regard de ces conceptions plutôt néfastes du monde souterrain, montrer justement que ces univers souterrains peuvent être au contraire des lieux propices à l'épanouissement de la vie, des lieux inspirants, des lieux où siègent des formes d'inspiration, de créativité également. Partant de ces différents constats, on a élagué encore au fur et à mesure de notre travail toutes les propositions et les pistes qu'on avait identifiées pour créer une exposition en 2 temps qui fonctionne en miroir, avec une première galerie où on descend littéralement aux enfers à la rencontre des diables, des démons, du royaume des morts, et de l'autre côté où on va remonter progressivement à la surface en emmenant avec nous toutes les richesses des sous-sols qui vont venir finalement, paradoxalement ou pas,
éclairer le monde des vivants à la surface. Donc un périple très initiatique avec une dimension très très immersive, que ce soit en termes de scénographie, d'éclairage, de manière d'appréhender aussi les œuvres et de points de vue proposés par les artistes. On a volontairement choisi d'exposer plusieurs œuvres très contemporaines qui sont de vraies installations et qui permettent finalement de se mettre dans une position qu'on n'a pas forcément l'habitude d'adopter au quotidien. Je pense notamment au Humus de Giuseppe Licari qui nous permet de voir un arbre depuis le dessous, de passer vraiment sous le système racinaire de l'arbre. Et de fait, on avait cette envie d'embarquer le visiteur dans un voyage pas uniquement conceptuel, mais aussi très très littéral et très physique, très sensoriel. Le parcours, on l'a pensé d'une manière assez transversale pour montrer justement cette permanence du sujet, quelles que soient les époques et les territoires. Et on va retrouver au gré du parcours toute une large typologie d'objets. Tous les supports ou presque, je dirais, sont représentés. Fait des peintures dites de chevalet, des photographies donc très très modernes, des objets archéologiques, des vases funéraires grecs, un sarcophage en bois égyptien, des installations contemporaines en résine ou des projections également. Bref, on en a pour tous les goûts, j'ai envie de dire. Et tous ces artefacts, finalement, viennent de différentes collections, principalement des collections françaises, celles du Louvre, bien évidemment, mais d'autres institutions comme le musée d'Orsay, la cité de l'estampe de Gravelines, parce qu'il était important pour nous aussi de pouvoir faire rayonner au travers de cette exposition des collections proches du Louvre-Lens, des collections de la région, et également des collections un petit peu plus éloignées géographiquement. Je pense notamment à la Tate à Bretagne, qui nous a accordé des prêts que moi j'aime tout particulièrement d'artistes pré-raphaélites. Autrement dit, on a essayé d'aller non pas le plus loin possible pour tout un tas de raisons, mais en tout cas de pouvoir rassembler des typologies suffisamment variées pour illustrer cette permanence et cette universalité quelque part du thème, à travers d'objets très très européens, très classiques, mais également des pas de côté vers des civilisations un peu moins connues en Extrême-Orient, notamment. On a des œuvres chinoises, japonaises, méso-américaines également. On a la chance d'avoir un de mes préférés dans l'exposition, un dieu de la mort maya à Push, qui peuple le 9e siècle de Xibalba, donc des enfers mayas. Autrement dit, on voyage véritablement physiquement et conceptuellement tout au long de l'exposition, en passant au travers de différents supports, différentes époques. C'est vrai qu'on voyage beaucoup dans cette exposition. On est tout de suite embarqué dans l'univers de ces mondes souterrains. La qualité des objets sélectionnés, la scénographie, les musiques d'ambiance, tout a été réfléchi, jusqu'aux couleurs. Des couleurs sombres telles que le noir, marron ou rouge au début de l'exposition, lorsque l'on commence la visite et qu'on ne sait pas vraiment ce que l'on va découvrir. Puis on passe à des couleurs plus claires et des tonalités qui tirent vers le vert, symbole de la vie et de la renaissance à la fin de la visite. Alexandre nous raconte. Une après-midi entière de travail avec le scénographe pour sélectionner les bonnes teintes. On avait, je sais plus combien il y en avait, on les avait comptés mais je les ai plus en tête. On avait une 50aine de planches avec des échantillons différents pour faire les tests à chaque fois in situ, avec l'éclairage, tout ça. On y a passé une après-midi entière. C'était chouette, moi j'ai adoré, mais c'était long. Mais on a été super bien accompagnés pendant la plus grosse partie du projet. Le scénographe, qui est de la maison, a fait un travail top. Il a été vachement à l'écoute de parce qu'on avait quand même des idées, on avait des envies. Pendant la visite, je disais le couloir de l'antre de la Sibylle, on le voulait vraiment dès le début, on l'avait en tête. Donc on lui a dit, nous on veut l'antre de la Sibylle, tu te débrouilles comme tu veux, mais tu nous le fais. Donc il a trouvé assez facilement des propositions. On avait cette envie aussi d'avoir l'évocation du métro par une rame qui nous ramène à la surface. Enfin, on avait vraiment des petits points où on voulait des choses. Après, on l'a laissé libre d'imaginer ce qu'il voulait. Et il a été top, à l'écoute, toujours dans l'échange. Donc ça, c'était vraiment chouette. L'équipe de régie a été hyper patiente, hyper à l'écoute, hyper pro aussi. Non, c'était vraiment chouette. La scénographie lumineuse, joyeuse, colorée et particulière de l'exposition présentait une thématique qui semble de prime abord obscure, mystérieuse et étrange, les mondes souterrains. Ces astuces de mise en scène ont à notre sens beaucoup contribué au succès de l'exposition auprès des visiteurs. Mais travailler là-dessus n'est pas un chemin de tout repos. Alors on a cherché à comprendre comment Alexandre avait fait avec les équipes et surtout quel était son cheminement personnel vis-à-vis de la mort et du funéraire. Ma formation est assez peu orthodoxe, je dirais, en tant que conservateur du patrimoine et historien de l'art, parce que j'ai effectué moi des études de théâtre et de cinéma, et j'ai travaillé plus particulièrement dans le cadre de mes études sur la grande notion de tragédie grecque. Alors
On a déjà une thématique liée à la mort dans le sujet qui était le mien. Et dans le cadre de mon parcours professionnel et notamment du concours de conservateur, je me suis particulièrement spécialisé sur l'histoire de l'art et des civilisations du bassin méditerranéen, du monde gréco-romain. De fait, il y a effectivement de très nombreuses traditions mythologiques qui sont liées à des mythes, à des descentes aux enfers, où la mort est très présente. Mais d'un point de vue archéologique et de l'histoire des civilisations et de l'architecture, c'est également une donnée qui est très très importante avec les hypogées, les nécropoles, les rituels funéraires, que ce soit l'inhumation, l'incinération chez les Étrusques ou dans d'autres sociétés. Autrement dit, c'est vraiment un sujet que je connaissais déjà et qui, quelque part, exerçait une certaine fascination. Pourquoi ? Parce que s'intéresser à la thématique de la mort dans ces civilisations antiques, c'est aussi s'intéresser à la vie pour eux. Pourquoi ? Parce que ce sont des conceptions religieuses qui s'intègrent dans une manière assez globale de penser l'univers et de penser le rapport au monde, voire peut-être de se l'expliquer. Et c'est, de mon point de vue, quelque chose de fascinant. Ces sujets qui sont peut-être encore aujourd'hui assez éloignés de nos pratiques, même si Dieu sait qu'il existe encore, et heureusement, tout un tas de rituels et de pratiques du funéraire à notre époque, mais qui sont peut-être encore un peu plus différentes que ce que l'on peut observer aujourd'hui par rapport à ces civilisations antiques que je mentionnais. Et de fait, ça apporte aussi des éclairages particuliers sur notre manière moderne d'appréhender la mort, d'appréhender le monde et la vie, en fait, tout simplement. Cette thématique funéraire, pour moi, elle était évidente, bien évidemment, dans le cadre de cette exposition. C'était le cas aussi de mes deux co-commissaires. Et on a vraiment souhaité, très très tôt dans le projet, dédier des sections vraiment très très spécifiques à ce sujet. Je dois avouer qu'à l'origine, le thème prenait beaucoup plus de place dans le parcours. Bon, il a fallu que je prenne sur moi et que j'accepte de sacrifier certaines œuvres, mais oui, c'était une donnée qui était importante parce que ça fait partie non seulement de la pratique, des connaissances que l'on a aujourd'hui du phénomène, et tout simplement aussi de l'imaginaire universel, l'imaginaire moderne aussi du rapport au funéraire, en fait. Je pense que ce qui explique la longévité de l'exploration du thème par les civilisations et par les artistes, c'est parce qu'en fait la notion de monde souterrain, elle renvoie à quelque chose de très très inconscient qui est le monde souterrain intérieur. Le monde souterrain, il peut être concret, on descend sous terre, vivant ou mort, peu importe, mais on se retrouve très souvent au quotidien, plongé seul dans notre propre monde souterrain, dans notre psyché, dans notre inconscient. Je crois que c'est une manière cette façon de traduire ce que peuvent être les mondes souterrains par les artistes. C'est une certaine manière de donner corps au monde souterrain intérieur de chacun, de l'artiste pour commencer, et ensuite de civilisation entière, puis d'une certaine humanité également, puisqu'on s'aperçoit que tout cela est assez universellement partagé. Et c'est ce qui fait, je crois, la richesse du sujet, c'est parce que ça nous parle, quelles que soient les époques, quelles que soient les civilisations, parce que ça nous renvoie à nous-mêmes, à notre expérience en tant qu'être vivant, en fait. Et je pense que c'est ça le vrai sujet des mondes souterrains, c'est nous, tout simplement, notre intérieur. Je dirais pas que ça a fait changer ma façon d'appréhender les choses, puisque voilà, je suis parti de connaissances que j'avais déjà, que j'ai approfondies, sans mauvais jeu de mots, pour pouvoir alimenter davantage encore le propos de l'exposition. Mais justement, sans en changer mon point de vue et mon rapport au funéraire, je dirais qu'au contraire, travailler sur cette exposition m'a permis d'engranger beaucoup plus encore de connaissances, et notamment sur la question de la taphophobie. Ça a été un petit jeu avec mes deux co-commissaires, c'est devenu l'un de mes sujets, l'une de mes marottes dans le cadre de la préparation de l'exposition. Et c'est vrai que ce phénomène qui connaît une célébrité sans précédent au 19e siècle est quelque chose d'assez fort, qui m'était assez familier, cette crainte d'être enterré vivant. Pourquoi ? Parce que ça résonnait dans mon apprentissage au sacrifice des Vestales, qui pouvaient être enterrées vivantes à Rome. Bien qu'en ayant connaissance du réinvestissement du sujet au 19e siècle, je me suis beaucoup intéressé au phénomène. J'ai lu énormément de choses sur comment la presse au 19e siècle s'est fait le relais de ces faits divers, comme on les appelait à l'époque, d'infortunés qui se sont réveillés dans leur cercueil. Parfois, certains ont pu en sortir, parfois d'autres non. On l'a constaté malheureusement a posteriori. Oui, ça a exercé une espèce de fascination. Ce sujet, j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup documenté. Le fait que ces thèmes soient aussi transversaux, qu'ils traversent les époques, ce qui est intéressant, c'est que chaque nouvelle génération, quelque part, vient rajouter quelque chose de plus. Et c'est ce qui est fascinant avec des sujets comme ceux-là. On peut toujours se les réapproprier avec une nouvelle lecture, parce que de nouveaux phénomènes émergent, de nouvelles pratiques. C'est presque comme dans notre travail de commissariat, c'est presque sans fin. On peut y replonger indéfiniment avec délice et toujours se laisser surprendre par une nouvelle manière de percevoir les choses.
Travailler sur les mondes souterrains a permis à Alexandre de changer sa vision des choses. Mais qu'en est-il de la réception du public ? Des visiteurs, des enfants aussi. Le Louvre-Lens est un lieu en mouvement perpétuel. Il s'y passe de nombreuses choses et l'offre de médiation culturelle y est importante. Beaucoup de visiteurs sont des habitués des murs et ont été étonnés de la manière dont l'exposition a été conçue. Alexandre nous explique. Je pense que la majorité des visiteurs sont un peu étonnés et déroutés. Pour plein de raisons, c'est la toute première fois qu'une exposition temporaire ici au Louvre-Lens propose de voyager dans le bâtiment, dans la galerie, à rebours. Alors pourquoi je dis à rebours ? Parce que il y avait depuis 2012 une espèce de règle implicite, inconsciente, pour revenir sur le terme, qui était de parcourir la galerie d'exposition toujours dans le même sens. On changeait la scénographie, on changeait les œuvres, on changeait le thème, mais le sens était globalement le même. Et nous, dès le début, on a souhaité faire autrement, de partir à rebours et de forcer le visiteur à parcourir la galerie d'exposition depuis le couloir de sortie. Et déjà physiquement, le rapport à l'exposition peut être surprenant pour eux. Ce qui fait que les visiteurs sont aussi troublés, je pense, c'est le côté un peu, je vais dire un peu, pas beaucoup, un peu immersif qu'on a souhaité donner au parcours, avec des effets sonores, des effets sensoriels, tantôt prononcés, tantôt discrets, pour vraiment le plonger dans des ambiances particulières au gré de son parcours. Et je pense que c'est globalement bien reçu, mais justement, ça déroute parce que les visiteurs n'ont pas toujours l'habitude de parcourir des salles avec cette approche très très sensorielle. Et de fait, c'est une agréable surprise, je pense, pour les visiteurs qui sont toujours très friands ici au Louvre-Lens de propositions comme celle-ci où on fait dialoguer les époques, les civilisations. On joue de ces confrontations pour capter aussi leur attention et je pense que ça fonctionne assez bien au Louvre-Lens et globalement les visiteurs sont plutôt séduit. Même si, je dois le reconnaître, on a aussi, au niveau du jeune public, cette fascination que vous évoquiez de attraction-répulsion qui est encore plus sensible chez eux et qui se traduit très très bien dans les salles qui sont dédiées justement à l'exploration du funéraire, du bestiaire infernal, des diables, des démons, où parfois on peut avoir des jeunes visiteurs qui sont vraiment pris au jeu et c'est une belle victoire pour nous, qui peuvent avoir très très peur de certaines œuvres, bon, sans que ça tourne non plus au drame, mais qui ont effectivement ce rapport très particulier face à certaines sculptures où on sent qu'ils sont déstabilisés, apeurés, et après tout va mieux parce qu'ils partent à la rencontre de figures qui sont beaucoup plus rassurantes, des figures maternelles, de terre-mère, et on a vraiment une audience qui est particulièrement réceptive à ce côté sensible qu'on a voulu égrener tout au long du parcours. Une multitude d'œuvres d'art et d'objets composaient l'exposition. Une fois n'est pas coutume, on n'a pas demandé à Alexandre sa définition du cimetière, mais son œuvre préférée dans l'exposition. Je crois que c'est l'œuvre de conclusion qui est vraiment l'un de mes gros coups de cœur. Une peinture donc de Strudwick qui est un élève de Edward Burne-Jones, un peintre pré-raphaélite et qui a composé ce qu'il a appelé le fil d'or, où on voit effectivement un rapport de verticalité entre le monde souterrain et le monde des vivants. Une partie inférieure où on a les trois parcs au plus profond de leur caverne qui sont en train de tisser le fil des vivants, et à la surface juste au-dessus d'elle on voit une scène courtoise entre une jeune fille, une jeune musicienne et un galant chevalier qui semble converser avec elle, et la manière dont l'œuvre est composée pose la question: est-ce que tout ce qui est à la surface pourrait exister s'il n'y avait pas ce qui se passe sous terre? Grosso modo, si les parcs ne tissent pas le fil de la vie des mortels, est-ce que les mortels peuvent vivre? Et c'est une œuvre, je pense, qui, sans répondre à toutes les questions qu'on a posées au gré du parcours d'exposition, propose un autre type de réflexion sur le rapport que l'on peut avoir au monde souterrain, qui est fait, comme on le disait, d'attraction et de répulsion, mais est-ce qu'il n'est pas fait aussi tout simplement d'un besoin de réciprocité, tout simplement? Est-ce que pour être à la surface, on n'a pas besoin qu'il y ait quelque chose sous nos pieds? J'ai pas la réponse, même si j'ai quelques idées, et même si l'œuvre qu'on a choisie pour clore ce parcours est là vraiment comme une ouverture qu'on propose aux visiteurs. Vous l'avez compris, cette exposition s'attachait à offrir un voyage immersif et sensoriel, avec un jeu de son et de lumière, pour brouiller les visiteurs et les plonger directement sous terre. Les mondes souterrains sont complexes, mais depuis toujours ils fascinent autant qu'ils effraient les humains. Les artistes ont essayé de les comprendre et de les représenter, en fonction des connaissances et des croyances de leur temps. Et encore aujourd'hui, on se pose des questions sur ces espaces que l'on ne connaît pas et que l'on ne maîtrise pas, où se mêlent fiction et réalité. Descendre dans les mondes souterrains, c'est descendre physiquement sous terre, que l'on soit mort ou vivant, mais aussi descendre dans la psyché humaine,
plus profond de l'âme. Et il y a une véritable mécanique d'attraction-répulsion. On a à la fois peur de la mort, de la destruction, de l'obscurité, mais on sait que cela peut être intimement lié à la vie, à un cercle vertueux et à la renaissance. On a peur de ce qu'il y a sous nos pieds parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il s'y trouve, et en même temps, cela nous fascine. Alors, cette exposition fait du bien, car elle déconstruit les stéréotypes liés aux profondeurs, et elle permet de se familiariser avec ces lieux et de comprendre qu'il y aura toujours quelque chose de positif à en tirer. Un grand merci à Alexandre et aux équipes du musée du Louvre-Lens pour leur invitation. L'exposition est finie, mais n'hésitez pas à venir découvrir ce superbe lieu. Il y a toute une programmation annuelle d'expositions temporaires et surtout la Galerie du Temps qui est sublime et accessible gratuitement à tout moment de l'année. Vous venez d'écouter Visite Mortelle, un podcast produit de manière indépendante par Raphaël Jaillet et Alexandrine Espinasse. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles et à vous abonner. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, @Visite Mortelle au féminin pluriel. À bientôt pour un prochain épisode. Mortel, 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 mortel.